Maintenant, l'invitée de la matinale, elle est chercheuse associée à l'Université Paris-La Sorbonne 3. Elle vient de publier une première histoire du Trumpisme chez Gallimard. Le Trumpisme, un phénomène qui s'incruste peu à peu dans la société américaine et désormais dans l'histoire des États-Unis. Bonjour Maya Candel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pour parler aux auditeurs de Radio Classique, on va parler de cette toute jeune histoire du Trumpisme. Avant cela, je voudrais vous faire réagir sur 2 décisions de Donald Trump qui concernent sa politique étrangère. Il réduit les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais il intervient militairement il y a 15 jours aux côtés d'Israël en Iran. Quelle lecture faites-vous de ce double mouvement en comparaison des engagements de faire la paix, de ne plus faire la guerre, de rester dans le périmètre américain ? Oui, je crois que sur l'Ukraine, c'était vraiment un engagement, un marqueur de sa 3e campagne, de s'opposer à ce que le camp républicain appelait une nouvelle guerre sans fin. Même s'il n'y a pas eu de soldats américains impliqués directement, il y a eu beaucoup d'aides votées sous Biden qui en avait fait vraiment un enjeu existentiel. Et par exemple, le vice-président Vance, dès qu'il a été élu au Sénat, a porté cette parole contre l'aide à l'Ukraine. Sur l'Iran, donc là, on est dans la continuation en réalité. Et puis c'est le directeur politique du Pentagone qui a pris cette décision. Il y a vraiment une inquiétude sur les stocks, notamment en défense antiaérienne des États-Unis. C'est une inquiétude donc réelle, pas feinte. Oui, non, c'est une inquiétude réelle. Et d'ailleurs, le directeur politique du Pentagone, Elbridge Colby, c'est vraiment quelqu'un qui, depuis des années, dit qu'il faut vraiment donner la priorité à la Chine et que les Européens doivent assurer seuls leur défense. C'est quelqu'un qu'on a beaucoup entendu sur X, qui est très actif et qui répète ça depuis des années. Donc c'est relativement logique, d'autant plus que les stocks ont effectivement diminué puisqu'ils fournissent aussi ce même genre de défense de missiles à Israël. Et donc j'en viens aux frappes sur l'Iran. Alors c'est vrai que là, ça a diviser la base républicaine, la base de soutien à Donald Trump, parce qu'il y avait une inquiétude face à ce qui reste un acte de guerre, que les États-Unis soient entraînés en fait dans ce conflit entre Israël et l'Iran. Mais il faut bien voir que pour Trump, d'une part, pour quelqu'un de sa génération, le souvenir de 79 des otages américains, en Iran, c'est quelque chose qui reste vivace, c'est quelque chose dont il parle. Il a souvent répété que l'Iran ne devait pas avoir l'arme nucléaire. Et je crois que aussi dans son esprit, c'est dans la droite ligne de décisions qu'il avait prises déjà dans son premier mandat, la décision d'éliminer le chef des gardiens de la Révolution, le général Soleimani, des décisions de frappe qu'il avait prises en Syrie. Donc une action militaire ponctuelle, utilisant seulement la force aérienne, où il ne met pas en danger en fait les soldats américains en les déployant au sol. Et pour l'instant, on peut dire que ce pari a réussi, même si il reste à voir si effectivement l'Iran va renoncer ou au contraire accélérer son programme nucléaire. Maya Candel, qui publie une première histoire du Trumpisme, est l'invitée de la matinale ce matin. Le deuxième fait d'actualité qui nous intéresse et que je voudrais vous soumettre, c'est la querelle avec Elon Musk, au-delà évidemment des égos des 2 hommes. Est-ce que cette querelle a une profondeur politique, puisque ce qui est en question au départ, c'est la loi budgétaire adoptée de justesse au Sénat américain, Musk ayant menacé les élus républicains qui la voteraient. Comment recevez-vous ce nouvel épisode des relations orageuses entre les 2 hommes et est-ce fondé sur un différend politique significatif ? Oui, je crois que là, il y a vraiment, puisque Musk avait fait la paix en quelque sorte après les échanges d'amabilité assez spectaculaires qu'on avait vus il y a 3 semaines à Washington entre les 2 hommes. Là, effectivement, la loi devrait être votée dans les prochaines heures à la Chambre, donc elle passerait. Et cette loi, alors il y a plusieurs dimensions. D'abord, elle remet en question toute la loi climat, elle efface en fait la loi climat de Biden. Et évidemment, les entreprises de Musk, et notamment Tesla, qui est un peu apparemment son enfant chéri dans toutes ces entreprises, ça met en difficulté puisque ça supprime des crédits d'impôt qui étaient assez élevés, de $7 500 pour les Américains qui achetaient une voiture électrique. Je pense qu'au-delà, et il le dit d'ailleurs, ce projet de loi donc, qui s'appelle officiellement la Big Beautiful Bill,
Ça pose aussi une question existentielle pour le Parti républicain tel qu'il a été redéfini par Trump, puisque très concrètement, cette loi coupe dans un certain nombre de programmes de santé, d'aide alimentaire qui bénéficient aux Américains les plus en difficulté, dont beaucoup sont des électeurs de Trump désormais. Voilà, donc il y a un paradoxe profond qui montre aussi réellement l'emprise de Trump sur son parti. Il y a beaucoup d'élus qui s'étaient opposés justement à la suppression d'un certain nombre de crédits d'impôt ou de subventions en fait directes aux entreprises pour développer les énergies renouvelables. Il y avait beaucoup de crédit d'impôt pour le solaire, pour les batteries, etc. Et Musk déclare avec raison, en l'occurrence, que c'est en quelque sorte donner le leadership de ces nouvelles énergies et des technologies qui sont nécessaires à la Chine, alors que les États-Unis se tournent en fait vers le passé, puisque Trump, lui, met l'accent uniquement sur les fossiles. Et là-dessus, c'est vrai que Musk est suivi. Alors, il y a ce côté personnel où ces entreprises sont directement concernées, et on sait que même son choix d'embrasser Trump a eu un impact sur ses ventes de voitures. Tous les acheteurs de Tesla, apparemment, n'étaient pas des fans de MAGA et de Trump. Mais plus profondément, effectivement, il y a cette question de tourner le dos à la transition énergétique, et puis, évidemment, le fait que ça creuse, ça ajoute à la dette américaine qui est assez vertigineuse et qui est censée être dans l'ADN du Parti républicain. Maya Candel, vous publiez cette première histoire du Trumpisme, et c'est vrai qu'on peut se dire, mais il est un peu tôt pour quelqu'un qui a fait effraction dans la politique américaine et qui, 15 jours avant sa première élection, pensait qu'il ne serait pas élu et qu'il tirerait tranquillement les bénéfices médiatiques de sa non-élection, et qui rassurait sa femme, Melania, qui avait très peur qu'il entre à la Maison-Blanche et lui avait dit « T'inquiète pas, je serai pas élu, tu peux dormir tranquille ». Il s'est passé toute autre chose, et cela suffit donc à faire une histoire du Trumpisme. Quand commence-t-elle, cette histoire du Trumpisme, Maya Candel ? Alors, c'est une première histoire, j'insiste oui, c'est la bien. Première. Et l'idée de publier, de sortir le livre aujourd'hui, c'était aussi donner un peu de profondeur historique à ce phénomène, parce qu'il y en a déjà, et donner des clés d'analyse aussi face à ce retour de Trump et à cette deuxième administration Trump, qui ne ressemble pas à la première déjà. Mais au-delà, effectivement, il y a des conditions politiques, économiques, structurelles. Quand Trump se présente aux primaires républicaines en 2015, les États-Unis sont un pays profondément éprouvé par à la fois 15 ans de guerre contre le terrorisme, où beaucoup d'électeurs de Trump sont des anciens soldats démobilisés de ces guerres. Un pays qui est frappé par l'augmentation des inégalités, une crise économique en 2007-2008 qui a été beaucoup plus profonde aux États-Unis, qui a été la récession, la pire récession depuis la crise de 1929, et même un pays, le seul parmi les démocraties libérales contemporaines, où l'espérance de vie recule. On a un nombre de suicides d'anciens combattants absolument délirants, l'épidémie des opioïdes qui fait des ravages, les suicides, etc. Donc, il y a vraiment une insatisfaction profonde et un rejet du système et des deux partis dominants. Beaucoup de gens ne votent plus aux États-Unis parce qu'ils ne se sentent pas représentés ni par le Parti républicain ni par le Parti démocrate. Et vous dites dans le livre que il y a évidemment un rejet des élites, que Trump va surfer là-dessus. Est-ce que c'est un populisme, le Trumpisme ? Alors, je crois qu'au départ, c'est vraiment, effectivement, on peut le ramener au populisme. Quand Trump gagne les primaires du Parti républicain en 2016, c'est vraiment la révolte de la base du parti contre les élites de ce parti, contre l'establishment qui a apporté Bush et ses néoconservateurs, qui a présenté en 2008 puis en 2012 Mitt Romney, qui est vraiment le républicain classique, chambre de commerce, favorable au libre-échange, à l'immigration, etc. Et donc, Trump, en 2016, est l'expression d'une révolte de la base du parti, et surtout il mobilise en fait des électeurs découragés de la politique qui ne votaient plus. Alors il y a quelque chose de très intéressant aussi dans votre livre, si on avance dans le mandat de Trump et que on se place dans celui d'aujourd'hui, c'est que ce qui est un accident électoral
propre point de vue de Trump et même de son entourage, donne lieu à quelque chose qui se solidifie, qui se structure et qui donne lieu en ce moment même à une révolution culturelle et politique aux États-Unis, comme si les États-Unis étaient devenus un laboratoire culturel et idéologique d'une révolution conservatrice qui va au-delà des États-Unis. Et vous parlez d'un soft power du Trumpisme. Ça, c'est particulièrement intéressant. Oui, je crois que ce que je voulais montrer dans ce livre, c'est qu'en fait, dès l'élection de Trump, il y a des intellectuels conservateurs qui se réunissent aux États-Unis, qui constatent l'attrait d'un certain nombre de propositions de Trump et qui vont donc essayer d'effectuer une théorisation à rebours, en quelque sorte, du Trumpisme pour redéfinir à la fois le conservatisme et le parti républicain. Et cet effort se développe, se structure à partir de 2019-2020. Des gens créent des fondations, des centres de réflexion, se réunissent, élaborent des programmes, des propositions politiques. Et tout cela va aussi nourrir, en quelque sorte, ce retour de Trump, même s'il a pendant la campagne désavoué ce qui était vraiment le programme de son administration, le projet 2025, en réalité, on a vu dès son retour au pouvoir, tous les auteurs de ce document prendre la direction de différentes agences et mettre en œuvre les propositions qui étaient là. Alors et c'est ça aussi que je voulais montrer parce que il est beaucoup plus tout ça est très structuré et loin de l'impulsivité et de caractère un peu parfois insolite du personnage. Sur le côté soft power, alors c'est un peu provocateur parce que le soft power, c'est un pouvoir d'influence qui n'utilise pas la contrainte ou la coercition. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on voit que le Trumpisme, à la fois comme pouvoir politique, mais aussi médiatique, il y a vraiment quelque chose d'un pouvoir narratif dans le Trumpisme, c'est quelque chose qui porte au-delà des frontières, on le voit en Europe, on le voit en Amérique latine aussi, et il y a un aspect assez structurant de la manière dont Trump a déroulé cette campagne en faisant des guerres culturelles, la nouvelle lutte des classes aujourd'hui, ça c'est quelqu'un comme J.D. Vance aussi qui exprime ça, Steve Bannon aussi, et je pense que ça marque des clivages que l'on retrouve aujourd'hui également en Europe. Un mot, ça va durer. Le Trumpisme survivra-t-il à Donald Trump ? Alors, je crois, c'est un peu tôt pour le dire, mais je pense qu'en effet, là, il transmet un certain nombre d'outils, une stratégie électorale victorieuse aussi. Et puis, cette redéfinition du conservatisme et des idées qui définissent le Parti républicain, c'est quelque chose qui va durer. Maya Candel, merci d'être venue parler de cette histoire de l'Amérique trumpiste, histoire récente. Votre livre, Première histoire du Trumpisme, vient de paraître chez Gallimard. Merci madame. Merci. À bientôt. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres à Radio Classique.